Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes ensemble, pour, 1 heure, hein, ce soir, donc, pour, un nouveau, webinaire, qui, va traiter, donc ce soir, de la douleur, des mécanismes, qui rentrent en jeu, dans la douleur, du processus de neuroinflammation et également donc de ce que l'on peut faire, des solutions que l'on peut apporter et que l'on peut proposer pour effectivement diminuer, voire diminuer fortement cette douleur, on va dire. Et donc, du coup, nous sommes en compagnie donc de Thomas Davergne ce soir, donc qui est kinésithérapeute et que je laisserai se présenter, et donc du docteur Florent Bailly, qui est rhumatologue et algologue et que je laisserai également se présenter. Donc, moi, je suis Nadine Pézière, donc je fais partie de l'association Courir, qui est une association de parents d'enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Donc du coup, je vais laisser, donc nous avons la possibilité, vous avez la possibilité, hein, de poser des questions via le chat. Donc on va avoir à peu près une vingtaine de minutes de présentation par intervenant, et puis on aura environ, comme d'habitude, une quinzaine de minutes de questions, de questions-réponses à la fin des deux interventions. Donc du coup, nous allons commencer par le docteur Florian Bailly, qui va commencer ce webinaire. J'ai oublié de dire que le webinaire euh, serait diffusé à nouveau, en particulier pour la journée du 20 octobre, qui est la journée contre la douleur, et qu'il y avait la possibilité, donc cette fois-ci, d'avoir un sous-titrage sur, en direct, et qui sera également possible pour la rediffusion de ce webinaire. Docteur Florent Bailly, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Florian Bailly, je suis, comme vous le disiez, rhumatologue et puis également médecin de la douleur et encore pour, quelques semaines, responsable du centre de la douleur, à la Pitié-Salpêtrière, parce qu'après j'irai faire de la recherche. Et je suis ravi de pouvoir, parler de ce sujet-là qui est très important, qui est la douleur et notamment la douleur chronique, et notamment pour des personnes qui peuvent avoir, par ailleurs d'autres maladies comme des rhumatismes inflammatoires, par exemple. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est, vraiment très, très fréquent, qui est pas toujours bien compris ou connu, que ce soit des gens qui ont des douleurs, mais aussi parfois des médecins, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir, éclairer, pour, comprendre un peu mieux, parce que je pense que mieux comprendre les mécanismes de la douleur, après ça peut vous permettre de trouver des bonnes solutions, des solutions qui vont être, adaptées à vous. Je vais parler un peu plus sur sur 2 parties différentes. Donc certains d'entre vous avaient déjà posé des questions en amont, donc j'ai pris certaines des questions pour avoir quelque chose qui puisse, correspondre vraiment aux interrogations que vous avez. Peut-être une première partie un peu plus sur la compréhension de la douleur et puis une seconde sur la prise en charge générale, et qui sera, ensuite, complétée sur la partie, activité physique, par, Thomas Davergne. Alors je vais commencer déjà par, ça vous allez pouvoir montre, et voilà, donc je pense que normalement tout est bon. Oui, c'est parfait. Hem Et donc je voulais déjà vous donner un certain nombre d'explications pour pouvoir mieux comprendre la douleur, ce qui permet ensuite de trouver des bonnes, solutions. Hem, je vais parler de la douleur chronique, mais je voudrais aussi même parler un peu de la douleur, aiguë, globalement, et je voudrais commencer par une première question. Vous voyez, là j'ai pris une question de quelqu'un qui avait demandé ça, c'était: est-ce que la douleur, c'est quelque chose qui peut être influencé par le stress, par la fatigue ou par les émotions? Parce que la douleur, c'est quelque chose que l'on connaît tous. On sait bien que, bah, on va se cogner quelque part, on va se piquer à un endroit, par exemple, et bah, on a une information, il y a bien des petits récepteurs, et puis tous ces petits récepteurs, ils amènent un message, par des nerfs qui vont jusque dans la moelle épinière et puis jusque dans le cerveau. Et du coup, on se dit que la douleur, et ben, c'est des récepteurs que l'on a. Par exemple, au niveau de la main, le jour où vous allez poser la main sur la plaque électrique, sur une plaque, très chaude, certainement que ça va faire mal.
le jour où vous allez vous cogner le petit orteil, en marchant dans votre chambre contre un placard, je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé, vous avez des douleurs. Et donc, naturellement, on se dit que, bah, oui, il y a les récepteurs qui sont là parce que, eh bien, le récepteur du petit orteil qui a dit: «Ah non, là, on m'a un peu trop étiré, ça va pas». Néanmoins, en fait, la douleur, c'est un mécanisme de protection du corps et c'est quelque chose qui est forcément désagréable. C'est vraiment dans la définition et elle va induire déjà du stress et aussi on va un peu réagir en fonction de comment on est nous déjà et c'est un fonctionnement normal que, bah, si on est stressé, si on n'est pas bien, on peut avoir plus ou moins de douleur avec, le même petit orteil qui se fait mal, sur votre lit, le matin quand vous êtes levé. Si vous étiez de bonne humeur ou si vous étiez déjà de mauvaise humeur et ben, en fait, c'est un fait que ce petit orteil, il aura un peu plus mal ou un peu moins mal. Et c'est un fonctionnement tout à fait, normal du cerveau parce que, bah, si le cerveau il dit qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu compliquées ou stressantes ou qu'il faut anticiper et bah, il va mettre une sorte de protection. La douleur, c'est un peu une protection et on aura une perception de la douleur qui va être plus importante. Il faut bien voir que la douleur, hein, on l'a pas, c'est pas juste une zone dans le cerveau, c'est plein de zones différentes. C'est un peu quelque chose où on va sentir l'endroit de la douleur, mais on va aussi avoir des réactions, des émotions, on va être motivé pour pouvoir lutter contre la douleur, on va anticiper des choses et la douleur, c'est tout ça, en fait et donc on forcément, bah, le stress, ça va jouer ou la fatigue, ça va jouer aussi. Hem et donc il faut savoir que donc la douleur, c'est normal qu'il puisse y avoir une modulation si on est fatigué ou pas. Ça a été testé, hein, si on prive les gens de sommeil, on aura plus de douleurs et donc si vous avez des douleurs chroniques et puis que c'est modifié par le stress, ben, en vrai, c'est la même chose, même si les douleurs, elles sont pas chroniques. Je fais quelque chose parfois parce que j'explique la douleur à des gens qui ont des douleurs chroniques et j'ai une petite expérience pour percevoir que la douleur, elle est modifiée un peu par, des informations. Alors là, je peux pas vous le faire parce que vous êtes en webinaire, malheureusement, mais je le fais quand je vois des gens en présentiel et je leur propose une petite boîte de punaises et je leur propose que donc c'est quelque chose qui vous imaginez, ça se fait en groupe et je leur donne je distribue une punaise à chacun et puis je leur demande de se piquer un peu la main. Je suis un petit peu, sadique sur les bords, et donc les gens se piquent eux-mêmes avec une punaise. Vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire dans votre tête si vous voulez et ensuite, c'est des gens, ils sont en groupe et ils se connaissent pas forcément tous et après, je leur demande de se piquer la main de leur voisin ou de leur voisine. Et ben, avec la même punaise, avec la même information, je vous assure, je l'ai déjà fait en vrai, et ben, quand c'est votre voisin qui vous pique le dos de la main, bah, vous avez plus mal et quand c'est vous-même qui vous piquez la main, vous avez moins mal. Pourtant la punaise, elle a pas changé. Néanmoins, les informations autour, l'inquiétude, parce qu'on ne sait jamais, si la personne elle appuie trop fort, on se connaît pas bien, on s'est disputé avant, bah, voilà. L'information, la douleur, elle est modifiée un peu par les sensations du corps, mais aussi par tout l'environnement et ça, c'est un fonctionnement normal. Voilà. Vous pourrez essayer avec une boîte de punaises ce soir si vous voulez. Et donc la douleur, en fait, si on veut synthétiser un peu ce que c'est une conclusion du cerveau par rapport aux informations du corps, hein, le petit orteil, qui a eu un peu mal ou la main, mais aussi les informations de l'environnement. Si on est fatigué, si on est stressé, si on est dans un endroit, qu'on ne maîtrise pas, ben, on aura plus ou moins de douleur. Ça, c'est quelque chose qui est logique. J'ai une deuxième question qui m'avait été posée un peu pour mieux comprendre la douleur aussi. C'était: est-ce qu'on connaît les différences de circuit de la douleur entre des jeunes enfants et des adolescents ou des adultes? Eh bien, globalement, les circuits des nerfs dont je vous ai parlé, c'est la même chez les enfants et chez les adultes, d'accord? Même, les nouveau-nés, ils ont un circuit. Ça n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui existe, c'est que quand on grandit, on apprend des choses, on a l'expérience. Et ben, on a des expériences qui sont positives et aussi on se souvient de certaines choses. Par exemple, si vous avez une prise de sang que vous devez faire, et que vous avez déjà eu une prise de sang qui s'est bien passée, ou si vous avez une prise de sang et que la prise de sang elle s'est mal passée parce que, je sais pas, il y a eu des soucis, et ben, en vrai, l'expérience fera que peut-être vous allez un peu plus anticiper les choses et vous aurez un peu plus de douleur. C'est pareil, hein, l'aiguille, elle n'a pas changé. Néanmoins, les choses qu'on a apprises vont faire que la douleur va être modulée aussi un peu. Donc c'est un bon exemple pour montrer que la douleur, elle varie en fonction de pas mal de choses. Il y a quelque chose par contre qui est important, c'est que normalement,
il y a une variation un peu de la douleur. Mais quelquefois, la douleur, elle peut varier beaucoup plus. Et parfois, il y a des choses qui se passent, et notamment avec une sorte d'hypersensibilisation au niveau de la douleur, du circuit de la douleur qui se dérègle. Ça, c'est vrai un peu comme, pour notamment des gens qui ont d'autres problèmes de santé, par exemple une maladie auto-immune. Et c'est-à-dire que les nerfs, quelquefois, ils vont se dérégler. Donc normalement, il y a des petites variations de la douleur, mais parfois, il y aura des variations beaucoup plus importantes. Vous voyez là sur mon image, vous avez un joli muscle de quelqu'un, qui a beaucoup entraîné ses muscles et qui a fait plein d'exercices à la salle. Eh bien, un muscle que l'on entraîne régulièrement, il va devenir plus gros. Et ben, en fait, les nerfs, c'est la même chose. Si vous avez quelque chose qui fait mal de manière régulière, petit à petit, donc parce que vous n'avez pas cogné une seule fois votre orteil sur le lit, mais tous les matins vous êtes cogné le même orteil, régulièrement, à force, le nerf, il va devenir de plus en plus sensible et pour le même coin de lit, eh ben, vous aurez de plus en plus de douleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle la neuroinflammation, c'est-à-dire que, bah, un des mécanismes de la douleur chronique, ça peut être que, les nerfs, ils se sont un peu déréglés, ils sont devenus trop sensibles, un peu comme un muscle qu'on a trop entraîné, sauf que là, c'est un peu, quelque chose qui est négatif. On sait ce qui se passe en pratique, hein, il y a des modifications, chimiques qui se font avec les relais entre les nerfs qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui font que la douleur, elle est, de plus en plus importante et avec un même stimulus, bah, petit à petit, on peut avoir de plus en plus de douleur. Donc là, ça vous montre que des douleurs ponctuelles, déjà, ça varie un peu, pas forcément à cause du coin du lit, mais d'autres choses aussi. Et quand la douleur elle devient chronique, avec les expériences qu'on a eues, avec des dérèglements aussi parfois du système de la douleur, et bah, parfois la douleur, elle peut prendre une amplitude, une importance qui est, un peu démesurée et qui est un peu, sans lien avec, ce qu'on peut trouver, normalement. Et donc, une autre question qui est un peu proche de la précédente, c'était est-ce que la douleur, elle peut s'imprimer dans le cerveau ou dans le système nerveux? Bah, oui, effectivement, c'est des choses qui peuvent se passer. C'est un peu, la neuroinflammation dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que si vous vous cognez une fois ou 2, bon, bah, vous avez un peu mal et puis voilà. Mais si parfois, si vous vous cognez très régulièrement le même petit orteil et dans le lit, il y a un moment, ça va faire de plus en plus mal. C'est pas que votre orteil, il est cassé, mais c'est peut-être que juste, il y a un justement la douleur, elle est un peu, marquée et que le système de la douleur, il est déréglé. Donc ça, on sait que c'est des choses qui peuvent expliquer les douleurs et qui malheureusement ne se voient pas forcément sur les examens complémentaires. C'est un peu frustrant parce qu'une articulation qui gonfle, ça se voit. Un nerf qui devient un peu trop sensible, ça se voit pas forcément sur les examens. Donc, ça donne des gens qui ont des douleurs importantes avec des examens normaux et du coup, il y a la frustration, le médecin qui dit que c'est rien et après, on s'en sort pas. Mais en fait, on connaît vraiment ces mécanismes-là, c'est juste qu'on peut pas les mesurer facilement, en pratique courante. Donc après, ce que ça peut amener, c'est que, ah bah, on a fait des examens, on a vu, bah, il y a pas trop grand-chose sur les examens et alors là, on dit, bah, voilà, c'est une fibromyalgie. Alors c'est un peu la personne qui a fait le commentaire, vous voyez, c'est un peu le mot fourre-tout, hein, donc on dit: «Bah, voilà, il y a un dérèglement, c'est dans la tête, c'est psychologique». Alors évidemment, hein, les choses psychologiques, hein, si vous avez vécu des traumatismes, si vous êtes, anxieux, si vous êtes déprimé, évidemment que ça va jouer. Pour autant, la douleur chronique, c'est pas, un truc juste, psy ou je sais pas quoi, hein. On connaît vraiment des choses qui existent, des mécanismes qui existent, hein. La fibromyalgie, c'est pas une maladie imaginaire et les douleurs persistantes, y compris, pour des gens qui ont des rhumatismes inflammatoires, et bah, c'est à peu près, 20 de toutes les personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires, c'est très fréquent et on a des critères et on sait bien identifier ça et il faut savoir qu'on l'enseigne maintenant, il y a un collège des enseignants de médecins de la douleur, on l'enseigne de plus en plus, à tous les professionnels de santé, donc c'est vraiment des choses qui sont, connues et reconnues et qui progressent, chez, tous les médecins. Donc je vous ai expliqué que maintenant on comprend de mieux en mieux les mécanismes de la douleur. Pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs qui peuvent être persistantes, y compris parfois, sans qu'il y ait d'explication, sur, la radiographie ou l'échographie et donc ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle prise en charge on peut réaliser, par rapport, à des douleurs chroniques? Donc une personne avait demandé quelles étaient les solutions thérapeutiques médicamenteuses les plus adaptées quand on a des douleurs rhumatismales ou inflammatoires. Et bah, déjà, la question était un peu orientée parce que ce qui était demandé, c'était juste des médicaments. Donc moi, je repose la question, est-ce qu'il faut juste des médicaments? Parce que
Globalement, il faut savoir qu'il y a aucun médicament qui supprime la douleur complètement, d'accord? Même la morphine, ce qui est pas une bonne idée au long cours, hein, la morphine, ça ne supprime pas la douleur complètement. Et en général, les meilleures prises en charge, c'est qu'il peut y avoir certaines choses un peu médicamenteuses et aussi des choses non médicamenteuses. On a besoin aussi d'une prise en charge physique, d'une prise en charge rééducative, par exemple, et Thomas Davagne vous en parlera un peu plus. Mais voilà, on va renforcer tel muscle, on va remettre les neurones dans le bon ordre. Je vous ai dit que parfois les neurones, ils faisaient un peu des choses un peu anormales. On sait que l'activité physique, par exemple, c'est bénéfique. Et aussi, le côté psychologique est aussi important, hein. Quand on a des douleurs, bah, on va peut-être anticiper un peu trop les choses, on va peut-être s'inquiéter et donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire d'être pris en charge, hein. On n'est pas fou, c'est pas parce qu'on voit un psychologue qu'on devient fou. Mais par contre, gérer, voilà, à quel point, on a besoin de peut-être moins anticiper les choses, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être, pertinent. Souvent, on différencie les traitements médicamenteux qui sont médicamenteux et non médicamenteux. Moi, je préfère plutôt différencier les traitements de court terme et les traitements de long terme. Un traitement de court terme, c'est quelque chose qui va marcher juste quelques heures et puis après, qui change rien. Donc là, j'ai marqué, un médicament, comme un anti-inflammatoire ou du paracétamol ou des choses comme ça, du chaud, un massage ou un appareil qui s'appelle Intense, par exemple. Tous ces traitements-là, ça va rien changer sur le long terme. On a le droit de les utiliser, hein, c'est pas interdit, mais néanmoins, il faut pas qu'il y ait que ça parce que sinon on va jamais avancer. Il faut plutôt qu'il y ait des traitements de long terme. Donc là-dedans, l'activité physique, des activités sociales aussi parfois, parce qu'on se coupe un peu parfois des activités sociales quand on a mal de façon régulière. Il y a des gens qui font de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation. Il y a certains médicaments aussi qui modifient le fonctionnement des neurones. Ça ne supprime pas la douleur, mais il y a certaines choses qui peuvent se faire. Et là-dedans, il est indispensable d'avoir des traitements de long terme et à côté de ça, si le paracétamol, ça nous aide pendant quelques heures, bah, ce sera plus utile pour aller faire une activité physique plutôt que prendre un paracétamol et puis attendre 4 heures de reprendre un nouveau paracétamol et puis attendre 4 heures de prendre un nouveau paracétamol. Un traitement de court terme, c'est pas très utile, mais c'est utile si jamais ça permet de mettre en place les traitements de long terme. Donc voilà. Hem, Par rapport aux médicaments, il y a pas mal d'inquiétudes maintenant parce que, bah, les médicaments, on sait que ça peut être des choses parfois dangereuses, notamment, il y a toutes les choses qui sont dites par rapport aux opioïdes, avec la crise des opioïdes qui a beaucoup inquiété, certaines personnes et puis aussi les médecins, hein, d'ailleurs. Il y a des gens, les médicaments contre la douleur, déjà, ils fonctionnent pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça fonctionnera et puis d'autres chez qui ça ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes enzymes. Et en plus, chez certains, il y a des médicaments qui fonctionnent au début et ensuite qui perdent de leur efficacité progressive. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Donc, les médicaments ponctuels, eh ben, on va les utiliser ponctuellement, mais par contre, il y a certains autres traitements qu'on va continuer au long terme. Et en faisant comme ça, en séparant, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'un traitement de court terme et qu'est-ce qu'un traitement de long terme, et en évitant de faire qu'un traitement de court terme en permanence, et ben, c'est comme ça qu'on va bien adapter les choses. Et ce sera la même chose pour les traitements non médicamenteux également. Une autre question qui est un petit peu dans le même sens que ce que je vous avais dit, et vous voyez, c'était sur quels étaient les centres de la douleur qui étaient formés aux médecines parallèles. Alors, j'ai repris la question telle quelle, hein. Personnellement, je préfère le terme complémentaire parce que le but, c'est plutôt d'essayer d'associer des choses, parfois médicamenteuses, parfois non médicamenteuses, mais surtout un petit peu tout en même temps parce qu'il y a rien qui est magique, mais plusieurs choses combinées, souvent, ça peut être plus efficace. Et est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui ne soit pas une camisole chimique? Le but, c'est pas de mettre des camisoles chimiques aux gens, hein. C'est un médicament qui vous endort, c'est un traitement qui est pas adapté, donc en général, il ne faut pas le continuer. Si vous avez des questions pour un traitement que vous prenez sur le long terme, posez la question avant d'arrêter un médicament quand même, mais voilà. Et donc tous les médicaments ne conviennent pas à tout le monde. L'activité physique, Thomas Daverne vous en parlera, mais c'est pareil, toute l'activité physique ne convient pas à tout le monde non plus. J'avais dit, j'ai parlé de l'hypnose par exemple, mais l'hypnose, bah, tout le monde, ça ne convient pas, ça va dépendre de l'alliance thérapeutique et il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut trouver chacun son équilibre par rapport à ça. Et la solution que vous allez avoir qui sera bien pour vous ne sera pas la même que votre voisin ou votre voisine, même s'il a la même maladie initiale, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je crois que c'était la dernière présentation. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de centres de la douleur qui existent. Il y avait des questions sur est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec l'État, l'ARS notamment, des choses qui peuvent faire les choses. On a quand même la chance d'avoir des centres de la douleur qui existent.
Objectivement, les délais sont longs, mais ça permet quand même d'avoir des prises en charge, normalement qui soient, multimodales. Et donc il y a pas mal de choses qui existent et vous avez un lien pour trouver le centre de la douleur, proche de chez vous sur cette, page. J'ai fini avec ces présentations-là et je serais ravi d'avoir des questions. On pourra y répondre, je propose de faire ça, après la présentation de Thomas Davergne qui peut-être aura, certaines réponses déjà à des questions qui ont dû être posées. Ça Je vous marche. remercie. Merci, docteur Bailly pour cette présentation. Effectivement, j'ai eu de nombreuses questions déjà dans le chat et la présentation qui va suivre va pouvoir, y répondre, à certaines. Donc j'enchaîne. Alors, pour la suite de cette présentation, je propose de vous mettre à contribution avec un petit quiz en ligne. Donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à scanner avec votre téléphone portable le QR code qui s'affiche. Ou vous pouvez également, aller sur le site donc menti.com, c'est ce que vous voyez en haut et rentrer le numéro qui s'affiche en haut de l'écran. Donc 2 possibilités, le QR code ou, le numéro qui s'affiche en haut en allant sur le site menti.fr ou menti.com. Je vais laisser quelques instants pour que vous puissiez vous connecter et ensuite on démarre. Je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées. Je vais attendre encore un petit peu. Et on va, voilà, stimuler, nos neurones sur les, informations qu'on connaît concernant les interventions qui peuvent réduire la douleur. Donc les interventions médicamenteuses, mais surtout, en ce qui va nous concerner, les interventions non médicamenteuses. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal de curiosité dans ce sens, sur le chat. Est-ce que, l'activité physique, est-ce que, la méditation, est-ce que la sophrologie et cetera, ça peut réduire les douleurs? On va en parler. Voilà, j'attends encore, 2-3 petites secondes, donc encore une fois, je vous laisse soit flasher le QR code qui s'affiche, soit rentrer le numéro en haut de l'écran sur menti.com. Hop, allez, on est parti, vous pourrez toujours vous connecter par la suite. Alors, première question. Allez, c'est parti, je lance ma question. Donc, on va parler activité physique et rhumatisme inflammatoire. C'est parti. Donc, première proposition, l'activité physique peut réduire la douleur. C'est la première proposition. Deuxième proposition, seule une activité physique intense est efficace pour réduire la douleur. Donc, on est dans le cas des rhumatismes inflammatoires. Et enfin, toute douleur, même minime, doit faire arrêter toute activité physique. Je vous laisse choisir la proposition qui vous semble la plus pertinente. OK, donc question de chauffe, 100 de bonnes réponses, bravo. Effectivement, ça a été dit juste avant, l'activité physique, on va voir dans quelle modalité, peut réduire et ça, on n'est pas sur du traitement de court terme, on est vraiment sur du traitement de long terme. Ça veut dire que ça va jouer sur plein de mécanismes différents pour qu'à long terme, votre niveau de douleur, votre réponse à la douleur soit de plus en plus petite et ça veut dire, en parallèle, que l'effet, il va pas être immédiat. L'effet, il va se sentir au bout de plusieurs, jours, voire plusieurs semaines, du bénéfice de l'activité physique. Donc, ça demande quand même de persister dans l'effort pour en ressentir, les bénéfices. Seule une activité physique intense est efficace? Non, bien sûr. On sait maintenant que même une petite activité physique réalisée régulièrement va agir sur le niveau de douleur et ça, c'est important à savoir. Il y a pas de petit profit, il y a pas de petit bénéfice. Dès que vous avez l'occasion de faire une pause au travail, de vous lever pour aller, dans le bureau d'à côté ou, d'aller, chercher quelque chose, pas à la machine à café qui est directement en face de vous, mais celle qui est un peu plus loin, vous êtes déjà en train de vous activer et ça participe à réduire la douleur. Et enfin, toute douleur, même minime, doit faire arrêter toute activité physique. Eh bien, souvent, c'est la crainte, mais c'est faux. On va voir en détail ce que ça veut dire. Mais globalement, si vous avez mal depuis longtemps et que vos articulations sont douloureuses, et que vous avez des douleurs qui vous suivent depuis longtemps, l'activité physique que vous allez faire dans un premier temps, elle va pas tout de suite diminuer les douleurs, voire même ça va vous faire plus mal. C'est contre-intuitif, mais c'est en persistant sur une activité physique adaptée à votre situation que finalement,
la douleur que vous ressentez pendant l'activité physique va devenir de moins en moins importante, mais surtout, va, entraîner des bénéfices plus grands encore. Allez, j'arrête de parler, on passe à la question numéro 2. Donc toujours sur l'activité physique et les douleurs. Première proposition, les exercices doivent être non douloureux. D'accord. Si ça fait mal quand on fait de l'activité physique, c'est pas normal. Proposition B, quand on a mal, il vaut mieux se reposer pour éviter d'aggraver la douleur. D'accord. Donc préférez les moments où vous avez pas mal pour faire de l'activité physique. Et enfin, l'augmentation des douleurs lors de l'activité physique n'est pas dangereuse. Donc avoir un peu plus mal quand on fait de l'activité physique, ce n'est pas forcément alarmant. Là, vous avez encore 3 secondes pour répondre. OK. Donc la bonne proposition, c'était la troisième. Donc les exercices doivent être non douloureux. Eh bien ça, c'est assez contre-intuitif, mais ce qu'on a tendance à dire, c'est que si on vise d'emblée un exercice non douloureux, alors que spontanément ça va faire un peu mal, du coup, on va jamais faire d'activité physique et on va se priver des bénéfices qu'on va ressentir à terme. Donc cette information, les exercices doivent être non douloureux, c'est pas un bon ami. C'est une information qui, souvent, crée des peurs et des réticences à l'activité physique, alors que ce qu'on recommande aujourd'hui, le message qui est passé, c'est plutôt: il faut s'attendre à une douleur, une petite douleur, et c'est OK, à condition qu'elle soit tolérable. Et donc là, chacun met le seuil de la tolérabilité, de la tolérance, pardon, là où il le souhaite. Mais globalement, ça peut être inconfortable, ça va être inconfortable, mais tant que ça reste supportable, et ben, c'est OK. On invite les personnes concernées à continuer là-dessus. En revanche, bien sûr, si cette douleur elle est trop importante et que l'activité physique vraiment génère une douleur qui est inquiétante et trop inconfortable, à ce moment-là, il faut adapter l'activité physique. La deuxième proposition, quand on a mal, il vaut mieux se reposer et éviter d'aggraver la douleur. Eh bien, ça, c'est une situation que j'ai souvent avec les patients qui vont me passer un coup de fil pour me dire, donc dans mon activité de kinésithérapeute, qui vont me dire attention, là, je préfère annuler la séance parce que bah, je suis en pleine poussée, ça fait trop mal, donc je préfère ne pas venir. Et mon réflexe, c'est de dire: «Mais justement, c'est le moment où il faut venir puisque on va voir ensemble que même en situation de douleur, bah, déjà, il y a plein d'articulations qui vont bien, donc il y a plein de choses qu'on peut faire bouger et qu'on peut faire travailler. Et ensuite, les articulations qui sont en poussée inflammatoire, même en apportant une mobilisation douce et en voyant comment justement se positionner et se mobiliser quand on a mal, ça va être un enseignement très important». Donc le conseil, quand on a mal, quand même essayer de faire, un petit peu d'activité, un petit peu d'effort, en partant du principe que, il y a d'autres, parties du corps qui vont bien et c'est cette activité globale qui va à terme réduire les douleurs. Et enfin, l'augmentation des douleurs lors de l'activité physique n'est pas dangereuse, en tout cas dans une certaine mesure. Il faut pouvoir distinguer les bonnes douleurs des mauvaises douleurs, ou plutôt, les douleurs habituelles qui sont moins inquiétantes et les douleurs là vraiment qu'il va falloir écouter et adapter. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend par douleur inquiétante ou douleur, qui est plutôt habituelle? Donc je vous propose 5 situations et je vous laisse me dire, selon vous, quelles sont les situations qui doivent vous inquiéter? Et donc à l'inverse, celles que vous ne sélectionnez pas, c'est les douleurs qui vont être présentes, mais sans vous inquiéter plus, outre mesure. Voilà, donc je vous laisse me dire, d'après vous, quelles sont les situations vraiment, qui vont, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et à l'inverse, donc, quand vous êtes, atteint d'une maladie, rhumatismale, les douleurs qui sont plus habituelles et moins inquiétantes. Voilà, donc là, on voit assez nettement, 3 situations se dégager et effectivement, je suis vraiment d'accord avec, les propositions des auditeurs. La première situation, donc si la douleur est associée à une transpiration nocturne importante et de la fièvre,
effectivement, c'est une situation où là, on va être amené à s'inquiéter. La deuxième situation, une douleur matinale à la mobilité, associée à une raideur, bah, ça malheureusement, c'est quelque chose qui est bien connu, bien étiqueté dans le cas d'un rhumatisme inflammatoire. Le but du jeu, c'est que cette raideur et cette douleur le matin, elle soit le plus faible possible, mais pour autant, c'est connu et c'est appréhendé, et c'est quelque chose qui sera présent, malheureusement, assez longtemps. En tout cas, dans les situations où les médicaments et l'activité de la douleur en général n'est pas, assez bien réglée. Troisième situation, douleur et altération de l'état général. Donc ça rejoint un peu la première situation. Effectivement, si vous vous sentez vraiment, pas bien en parallèle, si vous avez des vertiges, si vous avez des étourdissements et cetera, ça c'est quelque chose qui, peut plus vous préoccuper. Une douleur légère pendant l'activité physique et jusqu'à 24 heures après l'activité physique, eh bien, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est un peu attendu. C'est-à-dire que, dans un premier temps, faire de l'activité physique, se remettre en mouvement, ça va être inconfortable, ça va tirer, ça va, déranger et puis cette sensation désagréable, elle peut continuer un peu après l'exercice, mais c'est un peu, entre guillemets, «le prix à payer» pour renforcer son système de la douleur et avoir moins mal plus tard. Et enfin, vous mettez bien sûr le seuil, dans votre douleur. Si cette douleur, elle est trop importante, trop insupportable, bah, c'est la situation où là, je considère moi aussi qu'on a de quoi s'inquiéter, en tout cas, on n'est pas face à une douleur qui est habituelle. Je passe à la question d'après. Alors, quels sont les traitements de la douleur, dans une situation avec, des personnes avec un rhumatisme inflammatoire? Donc 3 situations. Finalement, un rhumatisme inflammatoire se soigne seulement par les médicaments ou alors seulement, par les traitements non médicamenteux qui peuvent remplacer les médicaments. Et troisième proposition, bien, finalement, l'option idéale, ce sont les options qui vont coupler à la fois les interventions médicamenteuses et non médicamenteuses. Voilà, donc là, vous l'avez bien compris, la réponse était un peu dans la question et dans les propositions. La stratégie thérapeutique optimale, bien sûr, c'est, une stratégie thérapeutique médicamenteuse bien menée, régulée avec votre médecin généraliste, votre rhumatologue et puis, en parallèle, puisque ça ne va pas adresser les mêmes choses, une, thérapie, par le mouvement. Donc soit, parce que vous êtes déjà autonome et vous connaissez votre maladie et que vous arrivez déjà à bouger, vous savez vous-même comment auto-administrer votre traitement et vous savez que dans votre routine, vous arrivez à vous motiver, vous savez quoi faire, quel mouvement, comment écouter vos sensations. Soit si c'est pas le cas, et que vous avez des difficultés importantes pour bouger, des peurs importantes, voilà, où, ça génère beaucoup d'inquiétude de vous mettre à bouger. C'est les situations où ça va être intéressant de vous faire accompagner par des professionnels de l'activité physique adaptée ou des kinésithérapeutes, dont c'est le métier de repérer les situations inquiétantes ou les situations qui sont, assez normales et de vous accompagner pour savoir dans votre situation, quel est le bon mouvement à faire? Quelle est l'intensité à donner? Quelle est l'amplitude articulaire? Et cetera, pour que vous puissiez vous-même, continuer de votre côté. On continue, question 5. Parmi les effets suivants, lesquels peuvent être obtenus grâce à une activité physique régulière? Donc qu'est-ce qu'on peut lui demander à cette activité physique régulière? À votre avis, sur quoi ça va jouer? Donc, est-ce que c'est la douleur? Est-ce que ça va réduire la fatigue, à votre avis? Est-ce que l'activité physique peut faire ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, ça fatigue plus? Est-ce que ça peut jouer sur le sommeil, sur la qualité de sommeil? Est-ce que ça peut aussi aller jusqu'à jouer sur l'inflammation en elle-même? Et puis enfin, est-ce que ça peut aussi jouer sur votre humeur? Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réponses, sur l'ensemble des propositions. Vous vous demandez s'il n'y a pas un piège parmi tout ça. Eh bien non, le piège, c'est qu'il n'y avait pas de fausse réponse. Tout est vrai, tout est juste, et ça, on commence en 2025 à bien l'avoir compris et à bien le mesurer. La douleur, la fatigue, le sommeil, l'inflammation, l'humeur,
tous ces paramètres sont vraiment, impactés par une activité physique régulière, bien conduite, d'où l'importance vraiment de vous faire accompagner sur ce sujet, si vous en avez besoin ou vous-même, heu, considérer l'activité physique comme une thérapie à part entière. Alors justement, ces approches, non médicamenteuses, lesquelles ont montré un effet bénéfique sur la douleur chronique? Donc si on considère la douleur, mais pas que, finalement, quels sont l'ensemble des thérapies non médicamenteuses, si on se défocalise de la douleur, qui peuvent réduire, les douleurs? Donc on a l'activité physique, l'éducation thérapeutique, la relaxation, méditation, les thérapies cognitivo-comportementales et les orthèses semelles. Voilà, il y a des l'activité physique et la relaxation, méditation sortent du lot, c'est tout à fait vrai, mais l'ensemble des propositions sont justes. Ça fait partie des recommandations, voilà, de la société européenne pour, connaître les éléments qui vont vous faire du bien et le message à passer ici, c'est qu'il y a pas une approche unique qui est efficace, il y en a plusieurs et comme il y en a plusieurs, si vous voulez maximiser l'effet sur votre douleur, l'idéal, c'est vraiment d'aller piocher dans le plus de modalités possibles pour, au final, avoir un apaisement sur sa douleur. Alors, on va parler maintenant de la quantité, le rythme, le bon rythme pour pratiquer une activité physique. Finalement, à quel rythme il faut en faire? Une fois par semaine de manière intense, jamais tous les jours, 3 fois par semaine au minimum ou des seulement quand on ne ressent plus de douleur. Donc à votre avis, heu les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'activité physique, qu'est-ce qu'elles nous disent? À quel rythme faire cette activité physique? Voilà, effectivement, vous avez tous tout bon. C'est bien 3 fois par semaine au minimum. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être assez régulier, vous voyez? 3 fois par semaine et puis c'est pas une fois par semaine intense. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le brossage de dents. On se brosser une fois, les dents par semaine, mais de manière, très intense, ça va pas vous aider votre hygiène bucco-dentaire. Voilà, il faut le faire un peu tous les jours. L'activité physique, c'est un peu pareil. Donc jamais tous les jours, c'est faux aussi puisque dans l'idéal, et on a intérêt à varier les modalités, mais on peut imaginer que le lundi, vous marchez pour aller au travail, le mardi, vous avez votre cours de yoga, le mercredi, vous remarchez encore, 1 heure dans votre journée et cetera et puis tous les jours, on a une petite dose d'activité physique qui stimule, le système de la douleur et qui vous permet, d'avoir moins mal. On arrive au bout des questions. Finalement, quelles sont les approches non médicamenteuses qui peuvent aussi améliorer la qualité de sommeil? Ça, c'est une question qui m'avait été posée au préalable. Qu'est-ce qui peut jouer finalement sur, la qualité de sommeil et notamment avoir moins mal pendant le sommeil? Voilà, vous êtes vraiment incollable sur le sujet, effectivement. L'activité physique, elle va aussi avoir un impact sur la qualité de sommeil. La relaxation, la méditation aussi. Par contre, la seule proposition fausse ici, c'est d'avoir des siestes prolongées dans la journée, et ça, c'est plutôt à éviter et à l'inverse, une bonne hygiène de sommeil, donc les horaires réguliers, avoir un couvre-feu digital pour couper son téléphone portable 1 heure, 2 heures avant de dormir, ça, c'est aussi des bonnes solutions qui ont fait leurs preuves. Voilà, en synthèse, si je vous adresse ma dernière question, au final, donc parmi ces affirmations, laquelle ou lesquelles sont vraies d'après vous? Donc l'activité physique est réservée aux personnes en bonne santé, la douleur chronique empêche de bouger. On peut adapter l'activité physique à toutes les situations. Enfin, bouger ne change rien à la douleur. Voilà, c'est bien l'assez, qui était attendu. Effectivement, quelle que soit votre situation, quel que soit votre niveau de douleur, il y a toujours des adaptations à trouver, des modalités à préférer par rapport à une autre, des intensités plus qu'une autre, une fréquence à trouver. Mais au final, c'est une stratégie assez intéressante, même très intéressante,
pour, agir en parallèle des médicaments sur la diminution de la douleur. On est arrivé à la fin de cette présentation et on va pouvoir maintenant adresser les questions et les réponses qui ont été posées. Merci beaucoup à vous 2 en tout cas pour, ces présentations, très riches, très éclairantes. Donc on a effectivement quelques questions dans le chat. Alors on avait d'autres illustrations, d'activités physiques, par exemple, la gym, en piscine, gym douce et piscine, par exemple, au niveau, qui nous ont été, effectivement, proposées par, de la musicothérapie au niveau, des médecines un petit peu, enfin de ce qui pouvait faire du bien aussi. Heu, alors on avait une question, il faut que je la retrouve, qui était: «Quelle est la différence entre douleur inflammatoire, douleur neuropathique et douleur de tension musculaire? Existe-t-il un lien, entre déséquilibre du système nerveux autonome, fatigue, froid, troubles digestifs et la douleur chronique?» Je ne sais pas le Et peut-être, ce sont 2 bonnes questions, peut-être je vais y répondre. Alors la différence entre douleur inflammatoire, douleur neuropathique et douleur de tension musculaire, en fait, il y a des douleurs qui sont liées, on va dire, un peu à des certains récepteurs. Donc par exemple, quand il y a de l'inflammation au niveau d'une articulation, ça donne des douleurs. Les douleurs neuropathiques, c'est quand il y a une lésion, une maladie au niveau des nerfs. Donc quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, habituellement, il n'y a pas d'atteinte au niveau des nerfs. Parfois, il y a des douleurs qu'on dit nociceptives, c'est-à-dire parce qu'il y a des petits récepteurs qui font mal. Parfois, il y a des douleurs qu'on dit neuropathiques, c'est-à-dire parce que c'est les nerfs qui font mal, qui sont abîmés ou comprimés, par exemple. Et il y a même un troisième type de douleur qu'on appelle des douleurs nociplastiques, c'est-à-dire c'est en lien avec la plasticité des neurones. C'est les neurones qui se sont un peu excités tout seuls, alors qu'un peu trop par rapport à ce que ça devrait être normalement. Donc effectivement, il n'y a pas une douleur, mais plusieurs types de douleurs différentes. Voilà, et il y avait une deuxième question dont vous aviez parlé qui était, sur les signes associés, je crois. Hem, je retrouve plus la question exactement dans les questions-réponses, alors mais existe-t-il un lien, ouais, entre le déséquilibre du système nerveux autonome, fatigue, froid, troubles digestifs et la douleur chronique? et alors effectivement, quand il y a un dérèglement du système de la douleur, en général, il y a beaucoup de choses qui se dérèglent aussi. Donc c'est aussi des personnes qui ont souvent genre mal à la tête par exemple, qui ont des troubles digestifs, qui ont, des anomalies, qui ont peut-être trop de palpitations ou d'autres choses comme ça. Et donc il y a pas mal de choses un peu, on va dire, un peu automatiques du corps qui peuvent, aussi être déréglées. L'autre chose qui n'est pas, de la douleur, c'est qu'il y a souvent une fatigue très importante et des difficultés cognitives, des difficultés de concentration. Et donc souvent, quand il y a des douleurs chroniques, bah, c'est pas juste des douleurs, mais c'est un ensemble de signes qui font qu'il y a un retentissement très important, dans la vie quotidienne. Et alors nous avons d'autres questions. Heu, donc est-ce qu'il y a des activités physiques, type plutôt sport, précise la personne. Cette personne précise qu'il fait de la musculation avec des machines en salle, mais pas encadré par des kinés, et est-ce que ça peut présenter des dangers? Oui. Alors justement, le renforcement musculaire, c'est une des modalités qui montre des bénéfices intéressants, sur la douleur, l'état inflammatoire, la capacité fonctionnelle et cetera. Donc, c'est une très bonne, idée, et c'est une très bonne habitude de faire du renforcement musculaire et de la musculation en salle avec des machines, puisque quand on veut, faire du renforcement musculaire, l'idée, c'est d'avoir une intensité importante. Il ne s'agit pas d'avoir une petite haltère et de faire sans mouvement, mais d'avoir un gros poids et de le faire peu de répétitions, mais vraiment avec une intensité importante. Et alors, est-ce que c'est grave si c'est pas encadré, par un kinésithérapeute? Ben, si, donc la personne qui a posé la question, le fait comment dire? Sans avoir, de douleur importante par la suite, et qu'elle a trouvé, le fonctionnement qui lui convenait, à ce moment-là, c'est très bien. Les situations où je recommanderais d'aller, suivre des séances avec un kinésithérapeute, ça va être si, vraiment vous êtes très inquiet, de bien faire ou mal faire, si vous savez pas du tout, comment, pratiquer la musculation et si, à la suite des séances, vous avez des douleurs, très importantes. Là, peut-être qu'effectivement, passer par un professionnel, ce sera intéressant.
Et alors donc on a d'autres questions, par exemple, qui est-ce qu'un arrêt temporaire de l'activité physique, moi je pense qu'on a peut-être, eu déjà peut-être, cette réponse, peut amplifier la douleur à cause du, désentraînement nerveux ou musculaire? Alors peut-être que le docteur Bailly aura des réponses à apporter, mais non, globalement, c'est disons que le plus régulièrement, le mieux. Mais alors si, bien sûr, faut pas se culpabiliser, je pense, hein. S'il y a un moment, de la vie, ou de la semaine ou peu importe, où, vous avez moins le temps, moins l'envie, moins la motivation, et ben, c'est pas dramatique, attention, on est sur quelque chose qui se regarde sur le long cours. Donc ce qui va être important, c'est la quantité réalisée sur du long cours. Donc s'il y a une période, vraiment où vous en faites moins ou pas du tout, et ben, c'est pas bien grave. Il faut plutôt le voir ça comme une grande continuité, dans l'année et pas, vraiment d'en faire, religieusement, tous les jours, je pense. Et on a plein de questions. Donc on a également, peut-on rééduquer le système nerveux à mieux gérer la douleur? C'est une très bonne question. Donc oui, on peut enfin, on peut «rééduquer», le système nerveux entre guillemets. Il y a certaines composantes probablement un peu physiques, donc l'activité on sait que l'activité physique, on peut sécréter des choses qui font «pousser les neurones» entre guillemets, c'est une image un peu, mais il y a vraiment des choses comme ça quand on fait de l'activité physique et c'est quelque chose qui a été prouvé. Et par ailleurs, il y a aussi des choses un peu psychologiques, c'est-à-dire que parfois on a peur de faire un mouvement parce qu'on pense que ça va faire mal ou on a peur de certaines situations parce qu'on pense que ça va induire des choses et plus on craint la situation, plus finalement ça amène la douleur. Donc en fait ça, c'est aussi de la rééducation. De même qu'on peut rééduquer un muscle, on peut rééduquer son cerveau et ça fonctionne aussi. De même que pour le muscle, comme ce que disait Thomas, par contre, il y a besoin de quelque chose qui soit sur le long de manière régulière parce que, bah, on pour désapprendre des choses qu'on a appris pendant longtemps, ça prend forcément un peu de temps, mais ça se fait très bien. Et du coup, dans la continuité de cette question, qui est une autre question, donc com par quelle approche concrète on peut faire ça? Alors, l'approche concrète, il y a, pas je pense qu'il y a pas une seule approche, va y avoir différentes choses qui vont être adaptées en fonction de chacun. Peut-être qu'il y a une personne qui va avoir, une salle de sport en bas de chez lui ou de chez elle et bah, il va y aller et c'est plus adapté. Peut-être que, avec un kinésithérapeute parce que par exemple, bah, ça va être, la personne peut avoir des difficultés pour évaluer quelle est la bonne intensité de l'activité, par exemple. Donc dans ce cas-là, il y a besoin d'un professionnel de santé comme un kinésithérapeute. Par ailleurs, il y a des endroits où il y a des maisons sport santé. Vous pouvez regarder sur internet, vous tapez maison sport santé et bah, il y a des éducateurs en activité physique adaptée qui font des bilans initiaux pour des gens qui ont des maladies chroniques et qui font de l'activité physique adaptée. Donc là, ça peut être aussi une bonne solution. Et après, il y a aussi le côté parfois, psychologique, des choses comme ça qui peuvent aussi être faits avec notamment, bah, des psychologues également. Mais, chacun doit trouver un peu son équilibre et en plus, l'équilibre, il va devoir s'ajuster. C'est-à-dire qu'au début, on va faire une petite chose et ensuite on pourra en faire un peu plus. Peut-être que le plus important là-dedans, c'est d'avoir un objectif qui soit raisonnable. Les gens, ils veulent faire, comme il y a 10 ans ou comme il y a 15 ans, quelquefois c'est compliqué et puis ils se mettent des barrières à la fin. Trouver un objectif raisonnable et puis mettre en place les choses, c'est comme ça qu'on progresse et que ça fonctionne le mieux possible. Donc on a encore d'autres questions. Bon, une, qui nous dit, est-ce que certaines douleurs peuvent-elles varier en fonction de notre environnement? L'air iodé, le soleil, l'humidité et cetera. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça influe? Oui, alors naturellement, il y a pas mal de gens qui ont enfin, l'environnement en général, ça peut modifier les choses. Il faut savoir on est tous à 37 degrés. Si on est à 37 degrés, c'est que les muscles se contractent. C'est comme ça qu'on a de la chaleur dans notre corps. Mais si jamais il y a quelque chose qui fait qu'il y a un muscle qui est déjà contracté pour une autre raison, je sais pas, genre on a des douleurs du cou, des cervicales parce qu'il y avait quelque chose d'autre là qui allait pas, et ben, en vrai, le jour où il fait froid, où il fait humide, les muscles, ils vont encore un peu plus se contracter parce qu'il fait froid, il fait humide. Et bah, du coup, l'environnement, il a bien amplifié ou aggravé les douleurs. Quand on a froid, on n'a pas plus, d'arthrose le jour où la pluie, elle arrive, hein, mais pour autant, on a plus de douleurs, donc c'est un bon exemple.
Et donc on a une question aussi, donc vous y avez déjà, je pense, en partie répondu en tout cas, mais qu'on peut entendre, assez fréquemment néanmoins, cette notion, de fatigue, donc qui empêche de bouger, la fatigue, la douleur et donc avec un renoncement du coup, aux activités physiques en fait. Alors, c'est une réalité qui est la fatigue est un sujet qui est important et je pense que vous pourriez faire un webinaire entier sur la fatigue, que ce serait une bonne idée et je suis convaincu qu'il y aura aussi, beaucoup de participants et c'est effectivement, il y a la fatigue parfois, un peu dans le sens, physique et puis aussi un peu dans le sens cognitif parce que en fait, même la douleur, ça amène un truc qui est tout le temps présent, qui nous dit: «Je suis là, je suis là, je suis là» en permanence et donc à la fin, on est aussi épuisé de la journée parce qu'on n'a pas pu se poser, on n'a pas pu, mettre un peu son cerveau au repos et c'est une réalité et les troubles cognitifs qui vont avec sont très fréquents. C'est des choses qui sont souvent, moins mesurées en pratique courante, mais il y a beaucoup de On vous entend pas bien, docteur Bailly. On a un peu perdu la connexion, je crois. conclu sur le fait que la fatigue était très fréquente et qu'elle pouvait être améliorée également par l'activité physique par ailleurs. D'accord. Alors on a encore d'autres, on a une question par rapport à la douleur et aux biothérapies. Donc, une personne me pose la question de savoir si c'est normal d'avoir, néanmoins, d'être continuellement douloureux, même avec un traitement par biothérapie. Alors est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est fréquent? Oui. C'est environ pour les gens qui ont des biothérapies, c'est environ ça dépend un peu des maladies, mais environ 20 à 30 des gens qui gardent des douleurs, même avec, par exemple, de l'inflammation ou des choses sur les prises de sang qui sont bien, ou sur les scanners IRM et tout ça. Néanmoins, des gens qui ont des douleurs, voilà, c'est 20 à 30. Après, c'est pas normal et c'est quelque chose qu'on essaye justement d'améliorer. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, une autre question qui est: est-ce qu'un arrêt temporaire de l'activité physique peut amplifier la douleur à cause du désentraînement nerveux ou musculaire? Ah, on a déjà traité cette question, il me semble. Thomas? Alors oui, donc je pense que c'est le même élément de réponse, que précédemment, effectivement. Précédemment. Le on a intérêt à être très régulier dans son activité physique et de voir ça au global. Mais alors, l'arrêt d'un jour ou 2 et même parfois une semaine, c'est pas ça qui va être, dramatique. Voilà, il faut plutôt, avoir je pense, un état d'esprit, encourageant pour, la pratique et pas plus forcément culpabilisateur si, il y a des jours, sans, quoi. Voilà, autant que faire se peut, mais en respectant bien sûr aussi, son énergie et cetera. Donc Je vois je vois oui, ouais, allez-y. je vois aussi, une question qui peut être en lien, donc c'est: comment adapter un programme d'activité physique quand la douleur varie chaque jour? Et ça, c'est une vraie question. C'est pour moi, c'est presque un art, hein. J'ai une amie, qui fait du trampoline à haut niveau, donc c'est une athlète. Elle est kinésithérapeute, donc elle connaît, vraiment bien son corps, ses sensations et cetera, et elle a une polyarthrite rhumatoïde. Et elle me dit qu'elle-même, en connaissant vraiment, voilà, le fonctionnement de son corps, en connaissant la théorie et cetera, c'est un challenge de tous les jours de bien se lire, de s'interpréter, de se comprendre, de savoir quel jour, elle va, privilégier l'activité et quel jour, voilà, il vaut mieux qu'elle fasse autre chose un peu moins fort. Et ça donc ça va être une lecture fine, qu'on doit acquérir, pour, savoir au jour le jour, voilà, quelle activité préférer, dans quel niveau d'activité aller, d'intensité. Est-ce qu'on va préférer, voilà, une marche, plutôt tranquille, dans la journée ou, aller faire du vélo ou plutôt aller faire des étirements doux? Ou là, on peut aller courir parce qu'on se sent bien. Vraiment, c'est quelque chose, à acquérir. Ça prend du temps et là aussi, le kinésithérapeute peut aider pour retrouver la bonne activité physique pour le bon moment, l'inflammation. J'allais vous poser cette question, en complément, justement, comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça? Parce qu'en fait, vous avez parlé, des moyens non médicamenteux, enfin, vous avez mis l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient dedans. Est-ce que,
est-ce que ça existe en fait? Est-ce qu'il y a des programmes qui existent, pour, co comment décrypter en fait, enfin le corps douloureux et le corps, qui va s'adapter à telle activité tel jour ou enfin, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, mais par qui et comment? Mmh mh. Ouais, alors ça, c'est une autre bonne question. Il y a des programmes donc structurés vraiment, sur de plusieurs heures, qui existent, donc des programmes officiels d'éducation thérapeutique pour les personnes qui sont en situation de rhumatisme inflammatoire. En général, le kinésithérapeute aussi est, formé, donc c'est pas des programmes officiels, d'éducation thérapeutique tels qu'on l'entend, mais c'est quand même de l'éducation, à la douleur, d'éducation, aux sensations et cetera. Donc, il va voir avec, il ou elle va voir avec, les patients, comment adapter et alors, on se revoit régulièrement et après à la dernière séance qu'on a fait ensemble, au niveau d'intensité où on est allé, comment ça s'est passé le soir même? Comment ça s'est passé le lendemain? Comment vous vous sentez depuis? Et en fonction de, voilà, ces retours fins, on fixe le curseur, de plus en plus, finement. Donc, il y a aussi des ressources, en ligne qui existent. Par exemple, il y a une série de vidéos sur, le yoga adapté qui a été délivrée sur, YouTube. Les conseils sont, un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire écoutez vos sensations, ne visez pas et ça on l'a dit, juste avant, ne visez pas une absence de douleur puisque quand on a mal depuis longtemps, ça va faire, un peu mal. Mais par contre, visez une douleur tolérable. Adapter le curseur si vraiment la douleur est trop importante pendant ou après, la séance. Alors, aidez-moi peut-être, voir s'il y a des questions, sur lesquelles on a, parce que du coup oui, ça je pense que cette question-là, il y a Alors c'est peut-être difficile. qu'il y a une question sur Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. quels types d'activités sont les plus bénéfiques pour des gens qui ont des douleurs neuropathiques ou auto-immunes? On va pas conseiller en général une seule activité ou dire ce truc-là, c'est mieux que l'autre. La meilleure activité, c'est celle qui va être réalisée sur le long cours, qui va pouvoir être faisable, voilà, si votre truc, c'est de faire du jet ski, mais que c'est pas faisable parce que ça coûte, 500 € par séance, c'est peut-être pas pertinent. Et l'idée, c'est surtout qu'est-ce qui est, pas trop loin de chez vous, qui est réalisable régulièrement, peut-être avec, là où vous avez aussi, des amis avec qui vous y allez parce que ça va vous motiver et donc c'est cette activité-là physique-là qui sera la plus adaptée pour vous et ce sera pas la même pour votre voisin, votre voisine, parce que, bah, la situation sera un peu différente. Donc, nous, on vous dit pas de faire tel truc uniquement. Ça va être justement à vous à partir de ces bons conseils, de trouver qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre routine pour que ce soit efficace parce que, il y a besoin de long terme pour ça. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. C'est vraiment le ce qui va être régulier qui va primer et donc il vaut mieux à la limite une activité qui soit, peut-être moins adaptée à votre situation. Par exemple, j'ai une patiente de 20 ans qui, est fan de course à pied, mais elle a une spondylarthrite périphérique, donc avec des antisopathies au membre inférieur assez importantes, des articulations qui sont très douloureuses, mais c'est vraiment ce sur quoi elle met de l'importance et ça lui fait du bien. Donc idéalement, je l'aurais, plutôt orienté vers, un autre sport, comme plutôt du vélo ou du yoga ou de la natation. Mais là, face à sa passion, en fait, c'est ce qu'elle voulait vraiment faire et comme elle a le fait avec son copain, elle le fait avec des amis et cetera, on a vu plutôt comment adapter la foulée, avoir une foulée qui est plutôt minimaliste, qui limite les chocs, comment, avoir des baskets qui sont, voilà, plutôt, récentes et avec un gros amorti. Parce que c'est cette activité-là qu'elle aime et le bénéfice qu'elle va avoir au long cours de s'entretenir, sur ce sport et sur d'autres, bah, ça va être plus important que le risque potentiel qu'elle va avoir, en le faisant. C'est très intéressant comme exemple, je trouve ça très bien. Je rajouterais peut-être une petite question encore sur les pratiques de relaxation, de pleine conscience ou de cohérence cardiaque Ouais. peuvent-elles Oui. influencer la neuroinflammation? Il y a eu plusieurs études qui ont trouvé que ça pouvait modifier la neuroinflammation, c'est-à-dire que parfois on voit avec des IRM, alors c'est des trucs de recherche, hein, ça se voit pas on peut pas le faire en pratique courante, mais on peut voir qu'il y a des choses de neuroinflammation et que certaines techniques comme, des choses avec la méditation, c'est ce qui était le plus étudié, il semblerait que ça puisse modifier, la neuroinflammation. Toutes les études sont pas encore parfaites et c'est souvent des petites études avec, pas beaucoup de monde, mais il y a quand même des données qui suggèrent que ça peut être bénéfique de faire ça donc
quand on réduit pas juste le corps, mais on réduit en même temps la tête, les nerfs et tout en même temps. Oui, oui, et pour compléter, il y a aussi une éducation à la douleur, c'est-à-dire qu'on peut avoir une première douleur qui est présente, mais l'histoire qu'on se raconte sur sa douleur et l'angoisse que ça peut générer va jouer à part entière dans la représentation globale de cette douleur. Et donc si on arrive à se rassurer face à une douleur et avoir un discours et une vision plutôt, rassurante, c'est là où, on n'a pas la double peine de la douleur, mais on arrive à trouver une cohabitation, un peu plus importante, et pour ça, je trouve, à titre personnel, que la cohérence cardiaque, la méditation, le travail respiratoire, est assez puissant pour ça, pour se décentrer d'une information, mais embrasser l'ensemble de ces sensations, qu'elles soient douloureuses, neutres ou agréables, et de le mettre sur un même pied d'égalité et ne pas surreprésenter, la partie du corps qui est douloureuse, mais d'embrasser tout le reste. Et pour compléter ça, c'est très bien ce que tu as dit Thomas, et pour compléter ça, je pense qu'il y a donc bien comprendre les choses, c'est important et c'est ce dont j'ai voulu parler au début de la présentation. Il y a un site internet qui s'appelle Retrain Pain qui est vraiment très, très bien, que vous pouvez les voir. J'ai mis le lien dans le chat, et donc si ou sinon si vous tapez Retrain Pain, R-E-T-R-I-N, Pain, P-A-I-N, vous pouvez voir ce site-là et ça permet justement de comprendre et vous verrez que ce seront les mêmes choses que nous on vous a dites et justement pour mieux comprendre, ça vous aidera après à mieux faire face aux douleurs. Et j'en profite, je complète juste, il y a eu plusieurs questions sur, l'alimentation, enfin les compléments alimentaires, la fatigue et puis, des questions un peu plus générales sur l'activité physique adaptée. Donc Marie-Laure et moi, on vous a remis les liens des précédents webinaires qu'on a fait sur ces différents sujets. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, donc les liens sont dans le chat. Alors une question peut-être pour toi, Florian. Comment savoir si les douleurs que l'on ressent relèvent plutôt d'un traitement médicamenteux insuffisant ou d'une hypersensibilisation nerveuse? C'est une bonne question, donc alors, ça va dépendre un peu de la maladie, donc je pourrais pas répondre forcément exactement par rapport à chaque maladie, mais déjà, en fait, là, le médecin peut vous aider, hein. C'est-à-dire que savoir est-ce qu'il y a de l'inflammation qui persiste et dans ce cas-là, peut-être vous avez un traitement par biothérapie, il faut changer le traitement. C'est le médecin qui peut juger ça, versus des signes de sensibilisation centrale, où dans ce cas-là, c'est parce qu'il y a pas d'in en général, il y a pas d'inflammation et pour autant, il y a des douleurs qui sont souvent nocturnes, qui sont souvent assez, diffuses et qui sont souvent associées d'autres signes. Je parlais des problèmes digestifs, je parlais des maux de tête, je parlais des difficultés de concentration, parfois il y a des douleurs de la mâchoire aussi. Donc ça, c'est des choses qui souvent se voient pas trop dans une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, ou une dermatomyosite, par exemple, mais qui sont plutôt signes de sensibilisation centrale. Mais il faut pour ça et c'est avec le médecin qui vous suit que vous pouvez être aidé pour cette question-là qui est pas toujours simple et qui dépend des maladies. Est-ce que vous avez d'autres questions sinon? Je crois qu'on a répondu à la plupart des choses. On Oui. n'a pas répondu sur les compléments alimentaires et fatigue, mais je pense que ça dépasse un petit peu le webinaire là, en l'occurrence. Une J'ai question la donc, sensation pour les femmes enceintes et atteintes de maladies, rhumatismales inflammatoires. Effectivement, les douleurs peuvent changer en fonction du cycle menstruel. Comment adapter l'activité physique à ces fluctuations? Et ben, donc c'est aussi une bonne question, hein, on va être, moins, plus sensible à la douleur en fonction des phases du cycle. Ça c'est bien constaté. Et bah, de la même manière, hem l'idée, c'est ce que je vois avec, les patients, c'est de ne pas avoir un plan d'activité physique, c'est d'avoir un plan A et un plan B et un plan C qu'on peut activer facilement, en fonction de son état et son moment de la semaine et son moment de forme et cetera. De sorte que, voilà, où on sait déjà, le plan A, le plan B, le plan C, et là je suis en forme, je suis moins mal en ce moment, je suis plus motivé, il fait beau, je vais activer le plan A, et à l'inverse, je suis en poussée là aujourd'hui où, je suis à telle période du cycle et vraiment ça va pas et en plus il pleut dehors et puis, je me sens tout grippé, et ben, je vais plutôt activer mon plan C, c'est-à-dire, j'ai une séance d'étirement doux, de relaxation, et puis ça va être ça ma séance d'aujourd'hui. et je pense j'ai la Et je sensation précise qu'on a que fait oui, allez-y. et je précise que le fait qu'il y ait un peu plus de que les douleurs soient liées aux hormones, c'est quelque chose qui est certain et qui est avéré et c'est pas une sensibilité où il y a parfois certains préjugés qui peuvent être liés notamment aux femmes, hein. Ça a été, vu par exemple, il y a des chez des personnes qui ont fait une transition de sexe, femme versus homme ou homme versus femme.
Du coup, certains ont pris des hormones masculines, d'autres des hormones féminines pour faire des transitions dans les 2 sens. Et ceux qui ont pris des hormones féminines ont eu une aggravation des douleurs, pour la plupart, alors que les femmes qui ont pris des hormones masculines dans leur transition de sexe, dans leur transition de genre, pardon, pas transition de sexe, transition de genre, ont eu, avec les hormones masculines, moins de douleurs. Donc on sait que les hormones modifient, les douleurs et c'est comme ça et voilà, après il faut pouvoir manager un petit peu, en fonction. Mmh. Alors, une question sur le TENS. Est-ce que le TENS peut aider ou au contraire aggraver les douleurs neuropathiques dans les maladies inflammatoires? Eh bien, le TENS, donc le courant électrique qui sert à réduire les douleurs, ça a été un peu évoqué par Florian dans son topo, et ça doit être considéré comme une solution à court terme. Ça veut dire que si là vraiment, vous savez que pour les 30 prochaines minutes, vous voulez avoir moins mal et réduire cette information de la douleur, et ben, ça va être intéressant de miser là-dessus. En revanche, ce qu'on ne peut pas demander au TENS, c'est d'avoir un effet qui dure dans le temps, sauf de le répéter encore et encore et encore. Et donc, si ça peut vous aider à être moins douloureux pour aller faire votre séance de sport, bah, tant mieux, c'est une très bonne façon de l'utiliser. En revanche, l'utiliser constamment, ça ne va pas enclencher de changement à long terme. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et donc, ça fait une très bonne transition avec la question que je vois juste en dessous. Que faire chez le kiné? Plutôt massage ou exercice? Et ben voilà, là, on est sur la même logique. Si vous voulez avoir un effet agréable tout de suite, bah, préférez le massage. Si vous voulez avoir un effet agréable à long terme, préférez les exercices. Voilà. Et donc, les 2 sont vraiment sur des zones d'action, très différentes, donc peuvent se compléter. Voilà, si vous avez vraiment là tout de suite besoin d'antalgie et vous êtes pas bien et voilà, c'est ce qu'il vous faut, et bah, privilégiez le massage. Mais si votre ambition, c'est l'effet sur le long terme, allez, autant que faire se peut, dans les exercices. Voilà, c'est peut-être pas la réponse qu'on a envie d'entendre, mais c'est la réponse qu'on a besoin d'entendre, donc c'est le discours, que je dois donner. Et après, si c'est une zone accessible par nous-mêmes, on peut aussi, se réaliser un massage, nous-mêmes, ça fait aussi partie des choses qu'on peut tout à fait utiliser également. Heu, alors, je vois une question qui peut attirer la curiosité de beaucoup, ça et c'est pas un mystère, c'est bien connu, ça je pense que Florian va pouvoir en parler. Pourquoi ces douleurs et ces raideurs, elles sont plus importantes le matin que le soir? Je vais bien répondre aussi, oui, si tu veux. En fait, il y a beaucoup de on a une variation qu'on appelle nictémérale, c'est-à-dire avec le rythme du jour et de la nuit et en fait, naturellement, notre corps, le jour, il va produire des choses anti-inflammatoires et des hormones anti-inflammatoires et puis la nuit, des hormones pro-inflammatoires parce que, bah, c'est la nuit où on va, guérir ou cicatriser les choses normalement et c'est le jour où on a besoin d'être plus actif et ça fait qu'il y a des variations. Quand on a des douleurs mécaniques et ben, on aura plus mal le soir parce qu'on a fait de l'effort la journée. Quand on a des douleurs inflammatoires, comme il y a ce rythme-là, souvent on est réveillé la nuit, on a une raideur le matin au réveil, on a beaucoup de douleurs le matin au réveil, voilà et c'est lié à des variations hormonales qu'on a tous, qui sont, normales ces variations, mais par contre quand on a de l'inflammation qui persiste et ben, on le perçoit beaucoup plus que la normale. Je crois que cette fois, il va nous falloir conclure, hein, ce webinaire très, très, très intéressant et qui mériterait probablement une petite heure de plus, j'imagine, sans aucun problème. Donc on va terminer en vous remerciant, tous les 2 pour vos interventions, hyper intéressantes et toutes ces réponses très, très riches que vous nous avez, données. Donc on remercie, également, la filière, hein, FAI2R, de nous offrir, ces webinaires, réguliers, heu, avec, toutes ces informations effectivement extrêmement intéressantes et qui sont extrêmement, utiles au quotidien, des malades que nous sommes. Mmh. Merci beaucoup à vous. Merci et merci Nadine pour, la modération et merci à tous les participants pour les questions qui ont intéressé, j'imagine, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et alors pour les intéressés, j'ai remis le lien, vers les vidéos de yoga adaptées, disponibles en libre accès sur YouTube, dans le chat. Donc vous pourrez, voilà, cliquer sur le lien pour y accéder directement, voilà, pour les rhumatismes inflammatoires. Super, merci beaucoup. Merci à tous.
Merci, au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir.